Je propose de commencer. Donc le programme, que l'on vous propose, c'est une présentation très rapide de Sylaos, que vous sachiez à qui vous avez affaire, hein, quelle est, je dirais, notre compétence pour présenter ce sujet. Marc Forge, Jocelyn et Marc Forge se présenteront avec la gamme d'imprimantes. Après, on détaillera l'intérêt du sujet qui est qu'est-ce que la fabrication additive composite, hein, qu'apporte Marc Forge sur ce marché. Après, le pourquoi justement de la technologie Marforge, en particulier dans l'usinage, et quelle application et quels sont les gains clients, et une conclusion. Donc sur la partie SEO, juste préciser qu'on est 3 cofondateurs et on vient tous de l'industrie. On a tous, des études et une expérience industrielle. Alors moi dans l'automobile, hein, chez Peugeot, Citroën et Gestamp, Olivier dans le secteur de la plasturgie et Pablo dans l'aéronautique. Notre motivation a été de comprendre, de mieux maîtriser ces technologies additives, cette impression 3D et de la proposer aux clients industriels. Donc aujourd'hui, nos clients, je dirais qu'il y a toute taille, hein, ça va des grands groupes, comme on peut le voir sur l'écran, aux TPE. Ici, c'est juste un petit échantillon. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on couvre les différents secteurs. Je dirais qu'on n'a pas de secteur très, voilà, un qui se dégage par rapport aux autres, parce que la fabrication additive, finalement, répond à beaucoup de besoins et on le détaillera aujourd'hui. Notre slogan, c'est «On se comprend» et il va à double sens. C'est-à-dire que, je pense, en toute modestie, qu'on a au moins, une bonne couche, industrielle pour vous comprendre. Moi, je travaillais en usine, j'ai travaillé en tant que sous-traitant et client. On connaît ce qu'est une fonction, une tolérance et ce qui nous permet de nous adapter aux besoins du client et de proposer éventuellement un produit que l'on a. Et si on ne l'a pas, écoutez, on orientera la personne vers d'autres choses. Et puis, avant même, on a cette envie d'avoir aussi le meilleur choix d'imprimante pour nos clients. Donc, en les écoutant, on arrive à faire ce choix-là. Et puis, l'autre sens, on se donne comme mission également de faire de la pédagogie. On partage aujourd'hui de l'information. En tête à tête, on peut rentrer dans plus de détails et puis on peut adapter voilà, le besoin à ce que vous recherchez. Et notre proposition, c'est innover et imprimer en toute sécurité. Alors pourquoi innover? Parce que vous verrez qu'on va le mentionner aujourd'hui, que l'impression 3D permet d'innover plus vite, d'oser. Et puis quand on imprime au lieu d'usiner, par exemple, eh ben, c'est de l'innovation. Les gens perdent un peu leurs repères et découvrent au fil des années ce que l'on peut faire avec ce type de technologie. Ce qu'on vous propose, c'est de le faire en toute sérénité, parce que le choix d'imprimante que l'on a est validé et reconnu sur le marché. Dans nos services, on fait du conseil. On est capable de donner des séminaires dans les entreprises où on va parler de nos technologies, mais également celles de nos concurrentes. Ça permet aux gens d'avoir voilà, des repères sur la fabrication additive. On verra tout à l'heure qu'il y a plus de 20 technologies. Et puis, si on répond à leur demande, à la demande d'un client, on va du financement jusqu'à la maintenance en passant par la formation. Et on est centre de formation officiel, donc on peut être pris en charge par des OPCO. Et puis dans notre gamme de produits, donc aujourd'hui on veut se centrer sur Markforged, mais on a toute une gamme qui permet de répondre aux différents besoins du client, jusqu'au post-traitement avec post-process. Les cas d'application de nos clients, sans rentrer dans le détail, c'est principalement du prototypage, mais de plus en plus de l'outillage et de la production de pièces. Donc, quand on parle de production de pièces, c'est des pièces qu'on peut livrer à un client final, qu'il soit B2B ou B2C. On a également plusieurs écoles, plusieurs universités ou des centres de formation comme l'AFPA. L'intérêt de l'impression 3D sur nos clients, alors on pourrait en parler des heures, mais si on fait un petit zoom, ce que je vous mentionnais, accélérer l'innovation, vraiment, ça permet d'oser plus, de faire du prototypage en interne par rapport à l'externalisation, de faire de l'outillage, et là vous verrez plusieurs exemples, et très souvent les ROI de nos machines sont rapides, en particulier sur l'outillage, où vous verrez que ces technologies complètent très bien je dirais les outils traditionnels. On peut faire de la production personnalisée à la demande. En fait, c'est lié à la liberté de conception. Vous envoyez un fichier différent et l'imprimante produira une pièce différente. Le gros avantage qui est mis en valeur aussi, c'est la liberté de design, que ça soit dans l'outillage et la production. On le commentera aussi par quelques exemples. Et puis, on utilise aussi l'impression 3D pour des pièces de rechange. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Jocelyn qui va présenter Marc Forge. Oui, merci, Jean-Michel.
Donc, pour vous dire quelques mots sur Markforged, c'est une entreprise américaine qui est basée donc à Boston, au Massachusetts, dont les fondateurs sont issus du MIT, donc des ingénieurs en mécanique aéronautique et ingénieurs logiciels. C'est une entreprise donc, qui existe depuis 2013, avec donc, du coup une forte croissance, hein, une start-up à l'américaine, avec aujourd'hui environ 300 employés et donc du coup une augmentation régulière parce que effectivement il y a toujours de plus en plus de besoins, surtout que là on voit que l'industrie est en train de réouvrir un petit peu, donc on recrute beaucoup. Et du coup, des investisseurs donc du coup, au capital de Markforged pour nous aider dans ce développement et notamment sur la partie R&D et donc du coup des investisseurs comme Microsoft, Porsche ou autres. Et du coup, dans l'actualité, on va dire aussi de Markforged, c'est une ouverture sur les marchés publics très prochainement. Et donc, du coup, bah, une autre dynamique d'entreprise sur les mois et les années à venir avec une forte progression. Aujourd'hui, Markforged, c'est la plus grande flotte d'imprimantes connectées au monde. On a environ 12 000 imprimantes réparties sur 73 pays. Et donc, du coup, toutes ces machines, quelque part, gèrent sont, comment dire, une fabrication distribuée, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont des machines un petit peu partout dans différents pays. Mais aujourd'hui, c'est une flotte de machines qui permet de gérer une production distribuée. Pendant la période Covid, par exemple, ça a permis très rapidement de fabriquer des visières ou autres et de pouvoir envoyer les fichiers aux personnes qui le souhaitaient à travers le monde. Donc c'est vraiment Oui. une réactivité, c'est vraiment une flexibilité dans la production. Et ça, c'est assez unique, on va dire, comme mode de fonctionnement. On va détailler tout ça un peu plus tard. Merci. Donc, la, la solution Markforged, on va dire la plateforme Markforged, c'est une plateforme qui est assez unique, qui va de machines de bureau jusqu'à des machines industrielles, professionnelles, et qui va du composite jusqu'au métal. Donc, on a effectivement des gammes de machines de bureau, des gammes de machines industrielles, donc pour la production, et machines métal, qui à chaque fois vont correspondre à un besoin spécifique. L'avantage, c'est que c'est un outil qui est très flexible, on va dire, dans le sens où ça s'adapte à votre flux de production et où on peut justement s'adapter en fonction de votre besoin, avoir justement une configuration X7 Metallics qu'on retrouve beaucoup, ou après plusieurs, par exemple, Markto au bureau d'études et une X7 qui va être au plus proche du besoin à côté d'un centre d'usinage ou autre. Alors, pour vous détailler un petit peu plus le fonctionnement justement de notre plateforme, tout est basé sur une architecture cloud. Donc, Markforged fait une société qui a grandi dans l'ère du cloud. Donc, on a vraiment créé toute la plateforme, on va dire, autour de ça. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a rajouté ensuite. Donc, cette architecture cloud permet d'avoir une gestion d'une bibliothèque de pièces qui est centralisée, qui est disponible par tous les utilisateurs à tout moment. On a donc du coup ensuite une distribution de la production qui se fait en fonction justement des besoins et en fonction comment dire, des accès utilisateurs. Donc certains utilisateurs vont avoir des accès uniquement pour imprimer les pièces, donc d'autres vont avoir des accès pour imprimer et éditer les pièces. Tout ça est chapeauté par du coup un niveau de sécurité qui est très élevé parce qu'on est sur trois niveaux d'encryptage des données et le tout est certifié donc du coup par la norme ISO 27001 que du coup on a validé courant d'année dernière qui est une norme de sécurité globale. Et pour finir, c'est une plateforme qui est constamment en évolution, constamment en train de, de, euh, de s'améliorer parce qu'effectivement on fait des mises à jour via donc du coup le cloud sur les machines, sur les logiciels. Et donc, ça vous permet au final d'avoir l'expérience utilisateur qui soit la meilleure possible parce qu'on prend en compte
vos retours terrain, vos préconisations ou autres qu'on va à un moment donné implanter effectivement dans notre logiciel pour répondre au mieux à vos besoins. Donc, pour faire simple, pour expliquer l'écosystème Markforged, c'est composé de logiciels, de machines et de matériaux. Les trois sont directement liés et on maîtrise les trois, justement, on maîtrise l'ensemble de la boucle. Donc, on développe les logiciels chez nous, on fabrique les machines, on fabrique les matériaux. C'est vraiment le meilleur moyen, on va dire, d'avoir un système qui soit équilibré et qu'on maîtrise de bout en bout. C'est-à-dire que du coup, on va faire en sorte que chaque utilisateur puisse imprimer les pièces dont il a besoin, quand il en a besoin, et avec du coup la plus grande simplicité, la plus grande facilité, mais la plus grande aussi répétabilité. C'est surtout ça qui est important, c'est vraiment la robustesse du système qui fait que du coup, effectivement, un utilisateur débutant va pouvoir utiliser le système sans problème, un utilisateur avancé aussi, avec la même facilité et la même, comment dire, confiance dans les résultats qu'il va avoir. Les machines fabriquent les pièces et sortent les pièces. euh, Même quand il y a plusieurs jours d'impression, on a justement une très bonne fiabilité. Oui, slide suivant, merci. Tout ça est piloté donc du coup par un logiciel qui est basé sur le cloud, qui est le logiciel Eiger, qui est donc un logiciel qui permet d'avoir une gestion digitale de vos fichiers, d'orienter et de préparer la production donc du coup pour lancer sur les machines. Vous avez donc directement accès à l'ensemble des matériaux et l'ensemble des machines. Même si vous ne possédez pas ces machines, ça vous permet de pouvoir un peu comparer aussi si je le fais sur une autre machine ou sur un autre matériau, ce que ça peut donner. Et enfin, donc du coup, dans votre flux de production, vous arrivez directement à l'étape de lancement sur les machines que vous avez disponibles, que ce soit ben, dans votre usine ou ailleurs sur le territoire. Et donc, du coup, vous pouvez monitorer, on va dire, un peu tout ça, parce que vous pouvez suivre après aussi la production, avoir un visuel, par exemple, sur certaines machines de la qualité, enfin, en tout cas de la réussite de l'impression, voir les consommations matières, etc. Donc, c'est un logiciel vraiment de monitoring, on va dire, de votre flotte d'imprimantes. Et puis enfin, du coup, la petite nouveauté, enfin qui n'est pas une petite, mais qui est un gros changement, on va dire, dans la manière dont on aborde la fabrication additive et dont on va automatiser le contrôle qualité. C'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on change, enfin qu'on vient de lancer, pardon, là, il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, et qui va un petit peu révolutionner quand même l'approche, on va dire, de l'impression 3D par rapport à l'industrie. Je te laisse la parole, Jean-Michel, si tu veux. Ouais, alors, je pense que pour avoir été sous-traitant, été directeur qualité et pour connaître aussi l'impression 3D qui a des technologies plus ou moins avancées, nous on essaye de faire le bon choix, mais ça, je dirais, dans notre parcours, ça n'a pas toujours été le cas. La qualité des pièces que l'on produit est importante, surtout quand on les vend, et c'est souvent le cas si vous êtes dans le usineur, par exemple. Donc, ce qu'on fait quand on fabrique une pièce, on peut faire de l'inspection visuelle, donc un contrôle, je dirais même avec un pied à coulisse, un réglet, mais ça n'implique pas qu'on va vérifier toutes les fonctions. Le mieux, c'est de faire un contrôle dimensionnel avec une 3D par exemple ou un scanner. Ça, c'est tout à fait possible, ça peut nécessiter un programme. Et ce que propose, donc ça c'est éventuellement du temps et de l'investissement, et ce que propose Markforged sur la X7, c'est de faire un contrôle géométrique pendant la production. Donc vous allez ressortir avec une pièce qui va être à la fois produite et imprimée. Alors aujourd'hui, on n'a pas voulu rentrer dans toutes les fonctions, mais ce point était important, parce qu'effectivement c'est assez unique dans le genre, et c'est très rassurant pour tous les utilisateurs de la machine. Donc, elle n'est pas simplement fiable et répétable, elle permet d'imprimer un rapport de contrôle en fin de production. Juste pour ajouter à ça, l'idée c'était vraiment de fermer la boucle numérique, c'est-à-dire que aujourd'hui l'impression 3D a l'avantage d'être très rapide et d'apporter la flexibilité et la réactivité qu'on souhaite. Par contre, effectivement, quand on parle de pièces, que ce soit des pièces d'outillage ou des pièces pour un usage final, on va après passer sur une phase de contrôle et ça peut être à ce moment-là où on va avoir un goulot d'étranglement qui va ralentir le process. Donc pour être sûr, on va dire, de conserver cette réactivité, cette rapidité qu'apporte l'impression 3D, ben, on s'est dit qu'effectivement, enfin,
plutôt nos clients nous ont dit bah, ce serait bien si on pouvait faire de l'inspection en temps réel, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, on gagnerait du temps. Donc de là est née l'idée de se dire bah, fermer la boucle numérique, ça peut être intéressant. Faire du machine learning, c'est-à-dire permettre aux machines de savoir ce qu'elles impriment, et du coup bah, générer une amélioration continue plus vous imprimez. Donc c'est clairement l'idée de Blacksmith, c'est un logiciel complètement dépendant de Eiger, qui vient du coup se rajouter donc à l'offre, on va dire, logicielle qu'aujourd'hui qu'on propose, et ça apporte vraiment un plus dans le cas d'outils, on va dire, où on va chercher de la précision et où on va donc du coup chercher à avoir de la réactivité. Alors comment ça fonctionne? On va avoir différentes étapes. La première étape, c'est la calibration, c'est-à-dire que donc du coup, c'est un logiciel qui est disponible sur la X7. Vous allez avoir donc du coup avec Blacksmith un plateau de calibration qui est directement donc du coup positionné dans la machine, et donc du coup le laser qui est déjà intégré sur la machine, qui sert à des fonctionnalités de contrôle justement de la hauteur du plateau, ce genre de choses, va venir scanner et mapper le plateau pour avoir comment dire, une vision très précise, on va dire, de chaque point du plateau. Ensuite, effectivement, sur le slide suivant, on va avoir l'inspection pendant le process. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique parce que d'avoir un outil de production qui fabrique et qui en même temps, du coup, vient inspecter, c'est un peu une première. Donc à chaque couche, en fait, le scanner va venir scanner quelques points et va ensuite, du coup, à l'étape 3, reconstituer un fichier 3D, on va dire, un fichier STL, à partir des nuages de points qu'il aura récupérés tout au long de la production. L'idée, c'est de pouvoir faire un comparatif entre le fichier théorique et le fichier réel, de voir quelles sont les déviations, les distorsions qui ont pu être générées pendant la production, pour ensuite justement en tirer un rapport de contrôle et savoir quelle est la précision de notre machine et de nos pièces. Mais dans un futur proche, l'idée, c'est aussi de pouvoir apporter un correctif, donc de créer un troisième fichier STL, on va dire, qui va être la correction du théorique et du réel, pour que du coup, la prochaine fois que vous allez imprimer la pièce, elle soit plus proche et plus précise par rapport à votre fichier théorique. Donc on a vraiment justement une boucle fermée qui du coup va continuellement générer des données et permettre d'améliorer, on va dire, la qualité et la précision des machines. Je D'accord. te... Donc là, on va passer à la fabrication additive composite, de rentrer un petit peu dans le détail du sujet et surtout après pourquoi cette technologie-là et plusieurs cas d'application. Donc la technologie, en fait, on va extruder du polymère, donc c'est du FDM, hein, on vient pousser un filament polymère, on vient l'extruder. Et à côté, et en séquentiel, juste après, sur la même couche, on rajoute de la fibre continue. Alors, un point important, vous pouvez entendre hein, d'autres marques la possibilité d'imprimer du polymère avec de la fibre. Dans ce cas-là, c'est de la fibre discontinue. C'est la fibre qui mesure quelques microns. Donc, ce n'est pas du tout le même renfort. Là, vous déroulez du polymère, mais vous déroulez aussi de la fibre longue. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est la fibre qui a été déroulée sur toute cette couche-là. Donc, ça apporte une résistance inégalée par rapport à de la fibre courte. Je vais effectivement vous détailler un petit peu ça. Donc, ouais, on parle vraiment effectivement de fibre continue, à bien différencier effectivement avec la fibre courte. Donc, quand on prend une pièce, on va passer dans la couche. Donc, voilà, on découpe la couche, on va zoomer dans la couche pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le process de dépôt. C'est le suivant, voilà. On voit très bien effectivement qu'on va avoir la structure interne, donc qui va être en blanc, qui est générée par le polymère et qui est notre structure et notre matrice au final, donc qui sert pour venir déposer la fibre continue. Et on voit en jaune, donc du coup, et même sur le slide donc du coup suivant, on voit du coup en jaune en fait le dépôt de la fibre qui va être donc du coup sous forme comme là d'anneau et qui va être donc du coup en continu et qui va apporter des propriétés donc mécaniques spécifiques à la pièce. L'intérêt c'est qu'on peut choisir sur chacune des couches, si tu reviens sur le slide précédent, chacune des couches on va pouvoir choisir le type de stratégie qu'on souhaite. Si on veut du renfort effectivement concentrique, donc uniquement des anneaux sur le périmètre, est-ce qu'on veut des panneaux de fibres, donc pour générer comme un tissu, on va dire. Donc on vient en fait créer notre pièce composite comme on le souhaite, sur mesure, couche par couche, et on va apporter des propriétés mécaniques différentes à la pièce
que si elle avait été uniquement renforcée avec la fibre courte. On peut Alors, passer à l'étape suivante. Jocelyn, juste une petite parenthèse. Je ne sais pas quel est le niveau de tous les intervenants. Ce qu'il faut comprendre en impression 3D, c'est que on part d'un STL, donc d'un volume fermé, et on va le remplir. Et c'est ce remplissage-là qui est défini ici, contrairement à ce que vous pouvez connaître où on vient enlever de la matière. Donc c'est pour ça on peut faire une structure très minimaliste ou la remplir complètement. Et là, pour le coup, soit avec du polymère, soit avec de la fibre. Merci pour cette précision. Du coup, si on regarde sur comment est créer une pièce composite, on a donc du coup notre matière, notre matrice, comme sur du composite traditionnel, et on a une fibre longue qui est donc du coup le squelette quelque part de cette pièce. Et c'est ça qui permet, on va dire, d'avoir des très bonnes propriétés mécaniques, des très bons renforts. On prend très souvent l'exemple de se dire le béton et le béton armé n'ont pas du tout les mêmes propriétés mécaniques, et ça permet justement des constructions et des performances, on va dire, qu'on ne serait pas capable de faire qu'avec du béton. Si on regarde à droite, on a donc du coup les courbes avec les différents matériaux, donc qui sont les matériaux notamment bon, les plus utilisés comme l'ABS ou du nylon qui est un polyamide. L'onyx est déjà effectivement meilleur au niveau des propriétés, donc c'est un polyamide chargé avec de la fibre courte de carbone. Là où ça devient très intéressant, c'est à partir du moment où on vient charger avec de la fibre longue et avec les différentes fibres longues disponibles donc chez Markforged, que ce soit donc du coup le carbone, le Kevlar, la fibre de verre haute température et haute résistance, ou la fibre de verre classique. Donc on a un panel en fait de propriétés mécaniques qui s'offre à nous, qui nous permet en fait de redessiner notre pièce quelque part de l'intérieur et d'apporter des propriétés différentes de celles que la pièce a aujourd'hui en métal ou avec un autre plastique. Je continue donc du coup sur les matériaux ou Jean-Michel, tu... Alors, juste peut-être pour passer rapidement sur les matériaux, parce que selon vos besoins, on pourra rentrer dans le détail. Euh, euh, Markforged propose un éventail de matériaux pour répondre aux différents besoins. Donc, je dirais, il y a une matière un peu plus traditionnelle, une matière, par exemple, qui a des propriétés pour l'auto-extinction, pour l'électronique, pour faciliter, par exemple, le glissement entre pièces. Donc, il y a quatre matériaux pour la partie polymère. Et il y a quatre fibres pour la partie renfort continu. Donc de la fibre de verre, de la fibre de Kevlar, la fibre de carbone et une fibre de verre haute température. Donc chacune ont des propriétés bien différentes. Sans rentrer dans le détail, le carbone va pouvoir être très rigide, va être cassant, mais dès qu'on aura passé le point de rupture, tandis que le Kevlar va permettre, est moins rigide, va permettre une déformation. Donc, suivant l'utilisation, vous irez vers l'une ou l'autre des fibres. Sachant aussi hein, que, on ne l'a pas dit, mais dans toutes les pièces, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des fibres, c'est quand vous avez des exigences mécaniques. Et pour illustrer ça, deux exemples qui sont, je pense, assez intéressants, ou tout au moins qui démontrent la résistance des pièces. Là, on voit un anneau qui peut tenir 10 tonnes. Hein. Donc, c'est un test de traction. Donc là, on était un petit peu moins de 10 tonnes. On a passé les 10 tonnes et on a la rupture. Donc, on n'imagine pas en polymère tenir 10 tonnes. On peut avec de la fibre longue. Un autre exemple que tu veux peut-être commenter, Jocelyn? Bien sûr, qui a un exemple du coup beaucoup plus concret, enfin on va dire autre qu'un simple test, c'est donc la société Wärtsilä qui est une entreprise qui fabrique des moteurs de bateaux, de paquebots ou autres, et qui en fait a décidé de choisir leur outil de levage de piston en fait pour tester la technologie Markforged. Donc c'est un outil de levage qui à la base est très lourd et assez encombrant et comment dire difficile à manipuler par une seule personne ou à envoyer à l'autre bout du monde au plus proche du besoin. Et ils se sont dit il y a quelque chose à faire. Donc il y a un allègement de l'outil, il y a une reconception aussi, donc un changement on va dire d'état d'esprit, enfin voilà, de fonctionnement sur la fabrication en se disant bah, on peut avoir un outil qui peut être séparé en plusieurs pièces qui va faciliter justement l'envoi ou le transport et du coup des performances qui sont conservées parce qu'on a un outil au final qui est certifié CE, qui est le premier outil de levage certifié CE par le bureau Veritas, qui a tenu justement jusqu'à 960 kg avant la rupture, mais qui est certifié donc du coup pour 240 kg. Et donc c'est un outil qui aujourd'hui est soit envoyé à l'autre bout du monde, soit imprimé au plus proche du besoin pour faciliter justement les opérations de maintenance et les opérations de manipulation des gros pistons qu'on peut voir en haut à droite, qui sont les pistons de bateau.
Donc un vrai gain associé sur cette application. Donc, on va rentrer dans le détail de cas d'application, c'est, je pense, ce qui vous intéresse et ce qui peut vous inspirer. Mais de manière générique, pourquoi s'intéresser à la fabrication additive? Alors, là, on rappelle rapidement ce que vous connaissez ou ce qu'on a pu apprendre à l'école. Voilà, la fabrication soustractive, qui est l'usinage, on va enlever de la matière à quelque chose, voilà, un pavé existant. Euh, L'additif, c'est le contraire, c'est le fait d'ajouter. C'est pour ça que souvent, la plupart des procédés, c'est une coque, c'est un volume qu'on va venir remplir, soit avec des fibres, soit avec des structures. Mais ça, c'est ce que fait le logiciel qu'on appelle le trancheur et qu'apporte l'imprimante. Alors aujourd'hui, l'expérience, hein, et c'était notre pressentiment quand on a créé Silaos, mais depuis 5 ans et en côtoyant de gros industriels et de petits. L'impression 3D vient bien compléter l'usinage traditionnel, les outils traditionnels en général. Ici, si on voit par exemple l'injection plastique et des technologies comme HP peuvent le compléter. Au niveau de Markforged, on est un complément sur tout ce qui est machine-outil, tout ce qui est voilà, outils de préparation. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus fréquent. Donc finalement, ce qu'on propose avec ces technologies, c'est compléter votre parc machine et pour que vous compreniez, parce que c'est peut-être pas toujours facile de s'y retrouver en technologie de fabrication additive, puisqu'il y en a plein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quatre qui sont plus utilisées que les autres en polymère. C'est celle aussi que l'on vend. Et aujourd'hui, on est sur de l'extrusion avec du composite. Hein, on a mentionné tout à l'heure le métal que propose Markforged. Ce n'était pas l'objet de cette réunion, de ce point avec vous. Aujourd'hui, le champ d'application du polymère est déjà très important et je pense qu'il y a énormément de choses à faire et à proposer à ses clients. Excusez-moi. Alors, pourquoi cette technologie, le composite, la fabrication additive composite, elle est clairement centrée sur l'industrie. Nous, on travaille aussi sur le secteur médical. Elle peut avoir des applications, mais là, elle est plutôt sur l'industrie, la grosse industrie. Les fibres longues nous permettent des prestations proches de l'usinage aluminium. On a vu tout à l'heure les graphiques, ce qui est fortement intéressant et ce qui lève, je dirais, des problématiques qu'on peut avoir avec le polymère seul. Il y a une prise en main simple et un fonctionnement sans surveillance. Hein, pour utiliser un centre d'usinage, il faut 2 ans de formation. Pour utiliser une machine de ce type, qui est quand même très performante et qui fait des géométries complexes, une journée de formation est largement suffisant. Il faut savoir dessiner en 3D, mais je pense que c'est la majorité de vos cas. Et permet de faire des formes complexes à moindre coût. Là, on le voit sur cet exemple et on va le voir sur d'autres pièces. Alors, comme tout outil, tout l'usinage se décompose en beaucoup de technologies. Et si on le simplifie simplement à la réflexion fraisage et tournage, vous ne l'utilisez pas dans les mêmes conditions. Vous l'utilisez pour des géométries particulières, pour des besoins particuliers. Et ben la fabrication additive et la technologie Markforged également, elle répondra pas à tout, mais elle a des champs d'application, voilà, champs d'application très amples. Ses contraintes ou ses limitations, c'est l'environnement. Si vous êtes en très haute température ou vous avez voilà, des attaques chimiques bien particulières, éventuellement on n'y répondra pas. En chimie, il y a des agents qui sont tout à fait compatibles avec les polymères Markforged. Résistance mécanique, si vous voulez quelque chose de plus résistant que l'aluminium, ben, on n'y arrivera pas. Mais ça, je dirais que ce n'est pas la majorité des pièces. Les tolérances de fabrication, on est sur du 1/10, du 2/10. C'est déjà très bien en fabrication additive, mais on n'est pas sur les tolérances d'un centre de fabrication dernière génération. Les contraintes réglementaires, là aussi, vous pouvez en avoir sur un certain nombre de vos produits. Peut-être que Marforge n'y répondra pas. Peut-être que oui. Hein. Par exemple, on a la certification V0 et les tailles de pièces. Mais ça, je dirais que c'est assez global à la fabrication additive. On est en général sur des pièces pas très grandes. Donc voilà, maintenant, le plus intéressant, c'est peut-être les cas d'application, mais c'était important d'introduire la technologie. Donc, je vais vous parler des verticales industrielles. Et puis, Jocelyn va rentrer sur un certain nombre de cas d'application clients. Donc, l'automobile, on a effectivement beaucoup de cas d'application. Alors, sans rentrer dans tout le détail, mais des systèmes de fixation, entre autres pour l'usinage et le soudage, et ça, on va le développer tout à l'heure, des pièces de rechange,
des pièces de haute performance, hein, puisqu'on a du composite, et puis ce sont des pièces légères. Donc le fait que ça soit légère, c'est très intéressant pour la compétition. On peut avoir voilà, des volants personnalisés, des poignées de commande personnalisées. Pour l'aéronautique, là aussi, la légèreté, la robustesse, c'est un ingrédient important. Des dispositifs de maintien, hein, pour de l'usinage et soudage, on va en parler tout à l'heure. Des outils de formage de tôle. Pour information, on est en train de faire des essais avec un grand industriel français pour des prototypes haute fidélité. Des produits divers, donc là, on est obligé de faire un résumé, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Vous le voyez déjà au travers des différentes formes. Donc voilà, des boîtiers électroniques, des prototypes, des équipements de sport. Là, le sport, c'est pareil, le poids est important, la résistance est importante et on y répond. La flexibilité peut l'être et on peut utiliser le Kevlar, par exemple. L'industrialisation d'outillage, on va le voir, c'est peut-être ce qui peut vous intéresser à vous, c'est-à-dire que non seulement on peut en usiner des outillages qui vont permettre d'équiper des chaînes de fabrication, mais on peut aussi, par exemple, imprimer pardon, des supports pour usiner. Donc voilà, c'est là où on voit que les technologies sont complémentaires. Donc on peut faire de l'outil de forme de tôle composite, l'outil de levage, des maquettes de contrôle, des pièces d'utilisation finale et des porte-pièces pour l'usinage, le soudage et l'assemblage. Donc, donc j'ai été très vite parce que le temps, on est assez passionné, on a tendance à déborder. Aujourd'hui, les cas d'application, c'est aussi bien dans la partie prototypage, la partie outillage et la partie visserie, et c'est ce qu'on va voir à travers ces exemples. Alors dans ce cas d'application avec Siemens, on parle d'un cas d'application sur du prototypage à la base. Donc Siemens avait fabriqué cette scie, on va dire, circulaire pour faire des retouches sur leur turbine et sur leurs produits directement sur site. Donc juste pour pouvoir voilà, tester et valider si un nouvel outillage. Et en fait, ils ont eu des retours terrain qui ont été très positifs. Et l'outil, en fait, a très bien duré dans le temps. Et en fait, ils se sont dit, mais pourquoi pas utiliser la technologie qui, du coup, apporte déjà satisfaction aux équipes sur le terrain pour fabriquer l'outil sur mesure, l'outil définitif. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait trois versions, on va dire, et celle qu'on voit, c'est la troisième version de l'outil, où, en fait, quasiment toutes les pièces sont fabriquées avec la technologie Markforged. Même la gâchette, du coup, a été fabriquée, mais sur une autre technologie, donc sur le métal. Et c'est aujourd'hui l'outil qui est déployé sur le terrain. Donc, ils ont un certain nombre d'outils, ils en ont environ 5, qui sont déployés sur le terrain pour faire des opérations de maintenance et qui est utilisé par les équipes. Donc, on est vraiment dans le cadre en fait d'un prototype qui est devenu un prototype fonctionnel qui au final est l'outillage ou en tout cas l'outil utilisé directement sur site. Donc, les principaux gains, hein, si on devait retenir, c'est l'itération de développement rapide, mais ça, je dirais que c'est général à la fabrication additive, à l'impression 3D. Donc, ça permet directement des innovations plus audacieuses. Les équipes ont moins peur de se tromper puisqu'ils vont pouvoir le vérifier avec un prototype et pour le coup, avec Markforged, des pièces résistantes et durables. Alors là, on passe à l'outillage. Sur l'outillage, en fait, il y a beaucoup plus de champs d'application, on va dire. C'est un peu le cœur de métier de Markforged. Dans le cas de cette entreprise, l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de fabriquer des morts, donc comme on le voit sur l'image, des mains de préhension ou autres, qui vont donc du coup faciliter optimiser, on va dire, leur flux de production. Donc, effectivement, il y a des gains également associés qui sont très intéressants. Donc, plutôt que d'usiner ces morts en plastique ou en métal, on va les imprimer. Ils vont être directement adaptés à la pièce et donc, du coup, avoir une meilleure, on va dire, performance quelque part. Et du coup, on a une réduction des coûts et une réduction des temps de fabrication, ce qui permet de se focaliser sur ce qui est le plus essentiel, le plus important, ce qui est générateur de revenus. Puis on a la petite phrase effectivement du gérant de l'entreprise qui dit qu'effectivement, des fois, il n'arrive même pas à dormir le soir tellement il pense à toutes les possibilités, on va dire, à toutes les choses qu'il peut faire du coup avec la technologie. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui est général à la fabrication additive, comme ce sont des technologies qui sont disruptives, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs au début n'ont pas d'expérience. Souvent, les cas d'application imaginés sont loin d'être ceux qui vont être déployés dans le cours dans la vie de l'utilisateur. En fait, les idées viennent au fil des utilisations.
On passe maintenant sur les outils, les posages et autres outils pour l'inspection, pour faciliter l'inspection. Du coup, on est sur une entreprise de précision, donc qui fait de l'usinage de précision. Et en fait, dans ce cas, ils fabriquent des pales de turbines, enfin ouais, d'hélices de turbines. Et du coup, plutôt que on va dire, de se focaliser sur la pièce qui est donc du coup très complexe, très critique, etc., on s'est plutôt focalisé sur comment faire en sorte que cette pièce soit ben, bien contrôlée, ou en tout cas, pendant tout le flux de production, soit conservée, que l'intégrité de la pièce soit conservée, les états de surface, la qualité. Donc on s'est focalisé sur le posage, parce que c'était un point critique. À chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce, une nouvelle pale, il y a un nouveau posage. Et du coup, le fait d'améliorer ce posage, ça permettait du coup de faciliter, enfin en tout cas d'améliorer le contrôle de la pièce et donc du coup d'améliorer le flux de cette pièce. Donc on se rend compte très souvent que plutôt que de se focaliser sur la pièce qui est très complexe, très technique et qui est le savoir-faire au final de l'entreprise, en se concentrant sur l'outillage ou en tout cas ce qu'on peut faire pour améliorer le process lié à cette pièce, il y a des gains associés et c'est typiquement le cas de cette entreprise. Peut-être, on est un petit peu pris par le temps, Jocelyn. Ce que je te propose de les passer très rapidement. Siemens, un autre exemple, alors là c'est suédois. C'est pour faire de l'outillage, c'est pour faire du maintien de pièces complexes. Alors vous imaginez bien que si vous devez imaginer cette pièce qui est sortie de fonderie, bah, il faut la maintenir, il faut la positionner. Et ben là, vous pouvez vous adapter parfaitement à la géométrie complexe des pièces. Et l'autre point qui est mis en avant, c'est la douceur du toucher, hein. Effectivement, comme on est sur du polymère, on n'est pas du tout agressif. Si vous faites de l'usinage et vous voulez faire de la reprise, bah, le fait d'avoir des mors qui soient en polymère, vous n'abîmerez pas la pièce. La réduction de coût est aussi mise en avant. Là, trois autres exemples voilà, on va mettre très rapidement en avant les avantages. Vous n'avez pas de limitation en termes de géométrie, donc des profils sur mesure, sans égratignure, c'est-à-dire voilà, avec un aspect doux, haute résistance c'est avec les fibres. Le deuxième exemple, c'est la résistance chimique. Alors, il faudrait rentrer dans le détail, hein, parce que la chimie, c'est beaucoup de produits, mais on répond à un certain nombre de compatibilités. La résistance à l'usure, parce que c'est une matière qui la supporte, et le poids. Le poids, ça peut être vrai quand les pièces sont en mouvement ou quand on a par exemple des prises opérateurs ou quand on fait de la compétition. Pour l'outillage, le dernier outillage, construction robuste. Là, c'est pour un contrôle dimensionnel, alignement de précision, configuration optimale. Je ne sais pas si tu veux reprendre les deux autres Oui, exemples. oui, sur ces deux cas, effectivement, donc là, on a bien vu effectivement toute la vie quelque part du produit avec l'outillage, les mains de préhension, les outils de contrôle. Là, on est sur vraiment le produit en lui-même, c'est-à-dire qu'on revient un peu sur ce qu'on a dit sur Siemens, c'est-à-dire que la qualité surfacique de la pièce, les précisions dimensionnelles et les résistances mécaniques ont donné justement des idées à certaines entreprises, soit de développer des produits, soit de carrément créer leur marché ou en tout cas de lancer leur entreprise via cette technologie comme moyen de production. Et c'est le cas effectivement sur ce produit qui est une caméra 360, où en fait chaque segment en fait, enfin, qui tient les caméras a été fabriqué et ensuite assemblé. Donc on est sur un gros puzzle. Mais l'idée, c'était vraiment de dire c'est le seul moyen de production au final qu'on va utiliser. On ne va pas repasser à un moment donné sur l'usinage ou sur l'injection plastique parce que ça nous offre tout ce qu'on souhaite en termes de résistance mécanique, état de surface, précision, etc. Le cas suivant, c'est un peu la même chose, où on est sur la même philosophie, mais où on voit effectivement qu'il y a une grande flexibilité après sur tout ce qui est design et qui, des fois, est favorisé ou en tout cas permis par la fabrication additive et ne l'est pas forcément avec des outils de production. Donc, on vient encore une fois dans l'étape de validation, à un moment donné, se dire, mais est-ce que du coup, j'ai des volumes suffisants pour amortir un outillage? Est-ce que du coup, je vais repasser cet outil, changer le design pour le faire dans un moyen traditionnel, ou est-ce que en fait c'est suffisant ce que j'obtiens, on va dire, comme qualité, comme produit final, est-ce que c'est suffisant par rapport au marché que j'adresse et au volume que j'ai? Donc là, ce que met en évidence l'entreprise, c'est la qualité d'aspect. Hein, ce sont des pièces qui équipent directement les véhicules pour les handicapés et il n'y a pas de post-traitement sur les pièces.
Donc, vous devez recevoir via les sondages une autre question qui est identifiez-vous des cas d'application pour la technologie Markforged? Est-ce que vous pouvez vous projeter en fait dans votre atelier, dans votre usine, pour se dire, bah, effectivement, j'ai des pièces qui pourraient être faites avec Markforged. Alors, on a donné un aperçu très rapide, mais vous pouvez les utiliser, comme on a vu, en prototypage, en outillage ou en viscérie, c'est-à-dire des produits que vous pouvez vendre à vos clients, et en particulier avec un rapport de contrôle si c'est exigé par votre client ou si vous voulez lui apporter cette valeur ajoutée. Donc pour conclure, euh, ce que nous, industriels et à la fois spécialistes de la fabrication additive, voyons comme avantage avec Markforged, les plus de la marque Markforged, c'est une prise en main simple et une simplicité d'utilisation au quotidien. Je vous assure que les logiciels est très ergonomique, la machine est très robuste. Voilà, c'est un système fermé, alors ça peut déranger un certain nombre, mais en général, les industriels, ça les rassure. Et au quotidien, c'est un plaisir de travailler avec ce type de machine. C'est fiable et robuste. Je mets aussi au défi un certain nombre, les personnes de trouver des gens qui critiquent Markforged. C'est des machines qui tournent comme des horloges et c'est vraiment la réputation qu'elles ont. C'est un écosystème complet, comme l'a expliqué Jocelyn. C'est un investissement limité, surtout quand on voit bah, le prix d'une machine-outil. Hein, le fait d'avoir ces machines avec des budgets inférieurs permettent de libérer vos centres d'usinage éventuellement pour produire autre chose. C'est un contrôle qualité possible, c'est ce qu'on a vu avec Blacksmith tout à l'heure. C'est des pièces de très bel aspect. Là aussi, Markforged est reconnu pour la qualité de production et c'est des tolérances de production maîtrisées, ce qui est très rassurant, surtout quand on fait de l'usinage. Alors, je reviens un peu sur ce graphique, on l'a commenté, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'ajouter à votre boîte à outils une machine qui vous libère peut-être vos premières machines et surtout qui vous permet de faire des machines, des pièces avec des géométries complexes et qui vous permet d'apporter autre chose à vos clients. Et si on le résumait, hein, les plus pour l'industrialisation, pour vous, usineurs, bah, c'est d'une part, c'est simple, à une intégration simple, une prise en main simple, donc la formation des opérateurs est simple, vous n'avez pas besoin de les qualifier. C'est une réactivité, une flexibilité de production, c'est ce qu'on dit, et plus on a d'outils, finalement, plus on est flexible, plus on est réactif. Et puis là, vous rajoutez un élément, une brique technologique qui vous permet d'avoir plus de valeur ajoutée. C'est réaliser des formes complexes à moindre coût. C'est optimiser l'utilisation de son parc machine, le bon outil pour le bon usage. C'est des nouvelles propositions, des nouvelles innovations en perspective, donc potentiellement de nouveaux marchés. Aujourd'hui, il y a une contrainte un petit peu avec la baisse d'activité de l'aéronautique, voilà, dans le marché de l'usinage. C'est potentiellement des machines qui peuvent vous ouvrir la porte à d'autres clients. Et c'est moins dépendant aux facteurs extérieurs. Alors, le facteur extérieur, on vient d'en commenter un sur Airbus, mais ça peut aussi être matière première hein, des clients que l'on a usineurs. Parfois, certaines matières, nuances, sont pas disponibles. Et ben voilà, là, vous avez une matière qui est disponible et qui, en mélangeant aussi bien le polymère que les fibres, vous ouvre différentes possibilités. Donc voilà, pour terminer, si la hausse reste à votre disposition, voilà, on a dépassé un petit peu le temps qu'on s'était donné. Je pense que c'est parce qu'on aime partager, on aime vous présenter ces cas d'application. Mais sachez que pour découvrir la technologie, on peut vous envoyer des échantillons, on peut faire des tests, on peut faire des productions découvertes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout, on ne fait pas de production, sauf dans la phase de découverte auprès de nos clients. On peut vous aider pour choisir la meilleure technologie, la meilleure machine en étant industriel et en ayant différentes technologies. Et puis, on peut vous accompagner à la fois dans la prise en main et dans l'utilisation au quotidien. On a un SAV qui essaye d'être rapide et en l'occurrence sur Markforged, le SAV est très faible. Voilà, donc Tiffen va vous renvoyer deux ou trois autres questions. Et ce Je qu'on vous vais, propose, c'est également de répondre à vos questions que vous avez pu partager. Hop là, alors bonjour à tous, certains sont arrivés en cours de webinaire. Donc effectivement, Jean-Michel et Jocelyn, on a quelques questions. La première étant, pouvons-nous anticiper la résistance d'une pièce selon la matière ou le design ayant un impact, est-on obligé de tester la pièce sur banc de test pour connaître sa résistance? Tu veux répondre, Jocelyn? Oui,
Alors effectivement, je pense que du coup, on parle d'outils de simulation et puis de liens donc du coup avec les outils Markforged. Donc aujourd'hui, la réponse courte, c'est non. Il n'existe pas, on va dire, de lien, on va dire, entre les logiciels. On travaille sur des partenariats avec des entreprises comme MSC Software, qui font partie du groupe Hexagone, pour faire des liens justement entre nos logiciels, l'optimisation de l'ajout de fibres et la résistance mécanique. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, pour l'instant, on est dans une phase où on est obligé effectivement de tester mécaniquement. Alors nous, on a toutes les données matières, toutes les datasheets qu'on pourra vous fournir, mais effectivement, si vous voulez prédire certains niveaux de charge ou certaines géométries de pièces, c'est mieux effectivement de pouvoir les tester sur bande test. En général, on va dire que il faut bien remettre en perspective quelle application, c'est-à-dire quel matériau pour quelle application. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin de beaucoup de résistance mécanique? Du coup, quel type de fibre vous allez utiliser? Est-ce que la fibre est du coup adaptée par rapport à la géométrie que vous avez? Et du coup, est-ce qu'au final, ça va répondre aux besoins, on va dire, que la pièce, aux exigences que la pièce doit valider? Merci Jocelyn pour la réponse. Alors, je vais mélanger plusieurs questions. Ce sont des questions qui sont plutôt d'ordre d'utilisation de la machine, enfin, des différentes machines et d'utilisation des procédés. La première question, les machines Markforged sont-elles équipées de plateaux chauffants pour limiter les contraintes thermiques? Alors non, il n'y a pas de plateau chauffant, il n'y a pas d'enceinte chauffante, tout simplement parce que les contraintes thermiques liées à certains matériaux comme l'ABS ou autres ne sont pas présents sur le polyamide et notamment sur un polyamide chargé. Donc on a une technologie justement qui est assez unique qui nous permet d'avoir justement pas de plateau chauffant et pas d'enceinte chauffante et d'avoir des très bonnes qualités de pièces et des très bonnes précisions dimensionnelles de par notre matériau qui est l'onyx qui est assez particulier, assez spécifique. L'avantage, c'est qu'aussi, du coup, on peut faire une pause pendant l'impression pour pouvoir venir rajouter un insert, donc venir mettre un écrou, venir rajouter une fonction, on va dire, à la pièce. Donc, c'est assez différent, on va dire, de ce qu'on peut connaître ou voir sur d'autres technologies. Ce que je Et peux juste, rajouter, attends, juste Tiffaine, ce que je peux rajouter pour avoir l'expérience sur d'autres technologies, effectivement, les contraintes thermiques doivent être maîtrisées par l'utilisateur. En l'occurrence, pour MacForge, effectivement, il n'y a besoin d'aucune connaissance. Quand vous lancez une géométrie en impression, elle sort. Voilà. Il n'y a pas de warping, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'impression. alors justement, on parle de géométrie. Parfois, en fabrication additive, il est nécessaire d'avoir du support, bien sûr, en fonction des géométries. Est-ce que sur Markforged, quels sont les supports, quels sont les types de supports utilisés? Est-ce qu'on a aussi des notions de support soluble, comme on peut le retrouver sur d'autres technologies? Alors non, il y a effectivement une double extrusion, mais c'est pas une double extrusion de deux matériaux et dont une matière support et une matière pièce. C'est l'extrusion donc du coup de la fibre et de la matière pièce. Les supports sont dans la même matière que la matière pièce et sont donc du coup générés en automatique par le logiciel. On a une très bonne gestion des supports parce que, comme je vais pouvoir peut-être le montrer à l'écran si on va arriver à le voir, on a une gestion des supports en forme d'accordéon en quelque sorte. Donc ce qui permet en fait de les retirer très facilement. Et on n'a pas la gestion, enfin, on n'utilise pas de support soluble. Donc, effectivement, si la question sous-jacente, pardon, c'est de dire est-ce qu'on peut faire des cavités dans lesquelles on a des supports solubles qu'on va évacuer après, pour l'instant, non, ce n'est pas des choses qu'on fait, mais on n'adresse pas vraiment ce genre d'utilisation non plus. Donc, les supports, on essaie de les limiter, ou en tout cas, sinon, ils sont très bien gérés par le logiciel et ils se retirent très facilement. Là aussi, je peux faire un parallèle avec d'autres technologies. Effectivement, c'est intéressant parfois d'avoir des supports solubles, mais globalement, dans l'industrie, le retour d'expérience que l'on a, dans 80-95% des cas, c'est pas nécessaire. Et pour le coup, la gestion aussi, la densité des supports est importante à maîtriser. Et là, le paramétrage par défaut de Markforged est très bien. Alors, une autre question, on va arriver sur les notions de post-traitement et de rugosité. La première question, ça va être quelle est la rugosité qu'on obtient aujourd'hui sur une pièce Markforged? Et l'autre question, c'est du coup, est-ce qu'il est possible de post-traiter les pièces Markforged? Est-ce que ça a un intérêt?
Alors, en termes de rugosité, ça va dépendre vu qu'on est sur un procédé additif, donc du coup, il va y avoir un phénomène de couche par couche, donc ça va dépendre de comment on mesure. C'est-à-dire que si on prend dans le sens perpendiculaire à la couche, on va arriver à des rugosités qui sont aux alentours des 7-8. Si on prend dans le sens de la couche, on va avoir des rugosités à l'inverse qui vont être aux alentours de 1, voire inférieures à 1. On peut améliorer ça effectivement par des post-traitements. Alors, il existe différentes manières de post-traiter les pièces. Ça peut être du sablage, ça peut être après de l'apprêtage et de la mise en peinture. Ça peut être du coup des attaques chimiques. Et on voit aussi des post-process qui existent où justement on vient lisser la surface par un traitement chimique quelque part. Donc, si on cherche des précisions, des tolérancements précis, ou si on cherche des états de surface précis, il faut effectivement prendre en compte le côté post-process. Alors, là, juste une petite nuance. C'est pas, le tolérancement, je pense, n'est pas affecté, c'est le RA. Et sur le RA, l'expérience que l'on a, alors effectivement, on a 2, 3 clients qui nous ont demandé d'avoir un état de surface amélioré. Alors, sachant que c'est la référence un peu de l'industrie, mais parfois elle n'est pas suffisante et ça dépend de l'angle des formes que l'on oriente, hein. Dès que l'escalier est un peu plus prononcé, ça peut se voir un peu plus. Mais on a, nous, un outil Tribofinition de post-process. Donc, ce sont des médias qui vont venir caresser la pièce et la polir. Et là, le résultat est très satisfaisant. Entre autres, on l'a fait pour des outils de formage qui ont besoin d'un bon état de surface pour faire glisser la matière. Donc, c'est possible effectivement en tribofinition ou voilà, par un après et puis de la peinture. Voilà, et une dernière question, c'est la question de l'usinage, enfin une question de reprise d'usinage. Est-ce qu'il est facile de reprendre en cas de besoin la matière Markforged? Voilà. Alors oui, c'est effectivement très facile puisqu'on est sur un polyamide. Donc au final, ça va se comporter comme d'autres polyamides que vous pouvez utiliser, comme du Delrin ou autre. Donc ça va être exactement la même manière d'utiliser de traiter, on va dire, cette matière, pardon, avec votre machine en fonction des conditions de coupe, etc. C'est résistant aussi aux huiles de coupe, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, la seule nuance, la seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est quand on est sur des pièces chargées, de l'anticiper, on va dire, dans la conception, de se dire est-ce qu'il y a des endroits où je vais avoir de la fibre, et donc du coup d'être sûr de ne pas venir attaquer, de venir toucher le squelette de la pièce, qu'est la fibre, mais sinon il n'y a aucun problème, c'est une matière qui se réusine très bien. Eh bien, écoutez, merci Jocelyn, merci Jean-Michel. Sauf erreur de ma part, et si vous avez des questions beaucoup plus précises sur vos cas d'application, on a répondu à toutes les questions. Comme on vous le disait précédemment, donc on réalise chez Silaos peut-être que j'ai une question complémentaire qui va arriver. On va y répondre à la dernière et puis non, c'est bon. Je vais juste vous envoyer tout de suite, si vous voulez, juste avant de partir, une dernière petite question concernant ce webinaire et votre taux de satisfaction. Ça peut nous permettre, nous, d'en faire plusieurs pour vous et bien sûr de toujours les améliorer. Je vous l'envoie tout de suite. On vous remercie tous pour votre participation. On est disponible pour répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail dès que vous le souhaitez.